Vladimir Poutine pensait qu'il envoyait un message malsain, en bombardant des églises le vendredi saint. Mais l'Ukraine vient de lui infliger la riposte ultime. Dans une riposte massive et sans précédent, les forces ukrainiennes viennent de lancer un essaim historique de drones longue portée, submergeant complètement les défenses aériennes russes et vaporisant le port le plus important du Kremlin sur la mer Noire. La machine de guerre russe s'effondre officiellement. Cette attaque a été si vaste que Poutine supplie désormais les pays occidentaux d'empêcher l'Ukraine d'attaquer ses ports pétroliers. La situation s'est officiellement inversée, et notre histoire commence avec l'erreur que Poutine a commise. Au début de ce mois, Poutine a attaqué Kharkiv avec des drones russes. L'attaque a duré plus de 24 heures, et nous avons enregistré 21 frappes qui ont eu lieu sur la ville. Les Russes ont visé des infrastructures critiques, hôtels, magasins, immeubles résidentiels et une église. Puis Poutine est allé encore plus loin. Juste 2 jours après l'attaque de Kharkiv, la Russie a attaqué de nouveau. C'était le vendredi saint, et la Russie a attaqué 2 autres églises chrétiennes orthodoxes qui observaient ce jour sacré. L'une a été partiellement détruite, comme vous le voyez à l'écran, l'autre endommagée. Il faut préciser que ces bâtiments ne sont pas récents. L'une des églises a été construite au début des années 1900, et l'autre à la fin des années 1800. Ces églises ont survécu aux 2 guerres mondiales et à l'occupation nazie, mais la Russie tente maintenant de les détruire. Heureusement cette fois, l'Ukraine avait en fait une réponse, et c'était une réponse à laquelle Poutine ne s'attendait pas. La nuit dernière, l'Ukraine a lancé une vaste attaque de drones sur la Crimée occupée et le sud de la Russie, une zone clé pour l'économie de guerre russe. La Russie utilise un port de la mer Noire pour exporter beaucoup de son pétrole sous sanction. Et c'est exactement ce que l'Ukraine visait. Regardez ce port après l'attaque. On dirait quelque chose tout droit sorti d'un film. C'était le principal port russe de la mer Noire, appelé Norilsk. Il a subi l'une des attaques les plus intenses de la guerre jusqu'à présent. Les défenses aériennes russes ont tellement échoué que même les partisans russes de la guerre le dénoncent. Nous en parlerons dans un instant. Et en plus de cela, la Russie se rend compte qu'elle ne peut plus suivre le rythme des drones ukrainiens. Nous ne sommes plus en 2022. Les innovations ukrainiennes en matière de drones ont largement dépassé les capacités russes. Et Poutine en paie le prix fort. Vous voyez, 6 des 7 stations de chargement de ce terminal ont été endommagées. Les Russes utilisaient ces stations pour charger et décharger les pétroliers. C'était une infrastructure critique. Et l'attaque a aussi visé pipeline, unités de contrôle et stations de surveillance pétrolière. Un vaste incendie ravage le port. Nous ne connaîtrons l'étendue des dégâts qu'une fois le feu maîtrisé. Voici l'explication complète de pourquoi cette attaque était si importante. Vous voyez, la Russie a 3 principaux sites pour exporter du pétrole et des produits pétroliers vers l'ouest. Primorsk et Ust-Luga sont situés dans la mer Baltique, au nord de la Russie près de Saint-Pétersbourg. Le dernier se trouve à Novorossiysk, au sud de la Russie, sur la mer Noire. Ces 3 sites gèrent environ 60% de toutes les exportations de pétrole russe, et au cours des 2 dernières semaines, l'Ukraine a réussi à frapper les 3. Rien n'est plus stratégique pour l'économie russe que ces ports, et cela signifie qu'ils sont fortement protégés. Mais malgré cela, au cours des 2 dernières semaines, les forces ukrainiennes ont percé les défenses russes au moins 7 fois. Cela signifie une attaque tous les 2 jours. L'économie russe ne peut fonctionner avec de tels bombardements sur ses infrastructures critiques. Et même en parlant d'infrastructures critiques, j'ai l'impression de minimiser l'importance de ces ports. Cela se produit car la capacité de l'Ukraine à lancer des frappes à longue portée dépasse désormais les défenses aériennes russes. Et en plus de cela, l'Ukraine s'améliore et s'adapte plus rapidement que la Russie ne peut s'améliorer et s'adapter. Maintenant, il est important de préciser que les ports n'ont pas été complètement détruits. Mais selon les évaluations d'experts en ligne, il semble qu'il faudra au moins 1 an pour réparer certains des dégâts survenus au cours des 2 dernières semaines. Selon les images satellites, environ 10% du volume total des ports est hors service pour des mois et 20 à 30% supplémentaires pour plusieurs semaines. Tout cela dépend de la rapidité avec laquelle la Russie peut réparer. Mais il faut aussi garder à l'esprit que pendant que la Russie effectue ses réparations, les Ukrainiens peuvent lancer d'autres drones et frapper à nouveau le port. Tous nos calculs se basent sur les attaques déjà survenues, sans tenir compte des futures attaques possibles de l'Ukraine. De plus, sur ces 2 semaines, l'Ukraine a frappé 3 grandes raffineries de pétrole russe.
Tout cela déséquilibre essentiellement la production et les exportations de pétrole de la Russie, créant une faiblesse dans le système. Cela signifie que si la Russie ne peut pas raffiner le pétrole, elle ne peut pas l'exporter. Si la Russie ne peut pas exporter de pétrole, elle se retrouve pratiquement à court de capacité de stockage, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tout cela signifie? Eh bien, il va arriver un moment dans tout ce système où l'Ukraine aura causé tellement de dégâts que la Russie devra fermer ses champs pétroliers, ce qui signifie que tout sera soit endommagé, soit plein. Les capacités de stockage sont saturées, les raffineries sont pleines, ou elles ne fonctionnent pas. Et cela signifie que la Russie ne peut tout simplement plus introduire de pétrole dans le système. Donc ils doivent fermer les champs ou puits de pétrole qui extraient en continu. Une fois un puits de pétrole fermé, il est techniquement très difficile de le rouvrir. Maintenant, je vais être honnête. Je ne suis pas du tout un expert en pétrole, donc je ne connais pas tous les détails, mais simplement en lisant les évaluations d'experts en ligne, il semble que la Russie ne veuille vraiment pas fermer les puits de pétrole. Et si les défenses aériennes russes continuent tout simplement de se montrer défaillantes, ils vont devoir le faire à un moment donné dans le futur. Je souhaite maintenant partager avec vous une déclaration intéressante du président Zelensky, qui dénonce l'hypocrisie russe devant le monde entier. Maintenant, avant de faire cela, juste un petit rappel pour cliquer sur j'aime et sur s'abonner ci-dessous. Cela nous aide vraiment énormément avec l'algorithme, surtout maintenant que la chaîne a un peu souffert ces dernières semaines. Maintenant, passons à cette déclaration. Le problème avec les Russes, c'est qu'ils aiment parler de compromis. Mais ils ne veulent jamais en faire. Ils ne parlent que le langage des ultimatums. Ils veulent que nous nous retirions de notre territoire, qui est sous notre contrôle. Mais la raison de cette demande réside dans leurs pertes énormes. Ils estiment que si nous nous retirons, ils ne perdront pas des centaines de milliers d'hommes. Même si cela est vrai, nous ne pouvons pas partir, ce serait trop risqué pour nous. La Russie renforcera ses positions en Ukraine et préparera une nouvelle occupation. Les Russes sont menteurs et manipulent le président Trump. Je suis certain qu'ils veulent nous occuper totalement. Nous devons donc les arrêter, instaurer un cessez-le-feu, obtenir des garanties de sécurité et confier la suite à la diplomatie. Voilà pourquoi les attaques ukrainiennes sont cruciales. Même si Poutine ne veut pas négocier, il pourrait être forcé de le faire s'il n'a pas de moyens de financer sa guerre. Si la Russie ne peut pas profiter des prix élevés du pétrole, alors il n'y a aucun autre scénario où la Russie peut survivre malgré les sanctions. Et devine quoi? Bien que la guerre en Iran ait fait grimper les prix du pétrole, la Russie n'en bénéficie pas tant. Ce sont les médias russes qui le disent, pas moi. Écoute donc, ce sont des journaux russes qui parlent du fait que le budget de Poutine ne s'est pas vraiment amélioré, malgré le fait que les prix du pétrole dépassent maintenant les $100 le baril. Eh bien, la hausse des prix du pétrole provoquée par la guerre en Iran n'a pas encore stimulé l'économie russe. Selon le commerçant d'aujourd'hui, le titre « Pétrodollar en transit ». Le budget n'a pas encore ressenti les bénéfices de la guerre au Moyen-Orient. En mars 2026, les revenus pétroliers et gaziers du budget fédéral étaient en baisse de 43% par rapport à la même période l'année dernière, selon les données publiées par le ministère des Finances. La raison de l'échec de la collecte des taxes, malgré des prix élevés du pétrole, est qu'en mars, les entreprises ont payé des impôts sur la base du prix estimé du pétrole de l'Oural en février, soit $44,6 le baril. Les $77 le baril du mois de mars auront un impact sur les revenus en avril. En attendant, le budget continue d'être dans une situation difficile. En mars, 60 milliards de roubles supplémentaires ont été prélevés sur le Fonds national de richesse de la Russie pour combler le déficit. L'arrivée de revenus supplémentaires devrait améliorer la situation. Il est intéressant de noter que Moskovski Kamsimoritz mentionne les attaques de drones ukrainiens contre les centres d'exportation de pétrole de la Russie à Oust-Louga et Primorsk, ainsi que contre les raffineries de pétrole, et admet un effet négatif sur les revenus des exportations de pétrole. En général, on peut dire que les attaques contre les installations de raffinage de pétrole n'ont pas été sans conséquences. À la veille de la saison des semailles, le gouvernement a dû en fait geler les exportations d'essence jusqu'au 1er juillet. Il est clair que l'euphorie concernant les revenus supplémentaires provenant de la hausse des prix du pétrole est absolument injustifiée. Les événements exigent des estimations beaucoup plus modestes. Et devinez quoi? À cause des attaques qui se produisent presque quotidiennement à l'intérieur de la Russie, nous voyons maintenant même des partisans de la guerre, essentiellement d'anciens soldats qui soutenaient la guerre auparavant, admettre ouvertement que la Russie n'est pratiquement pas défendue. Les défenses aériennes russes sont si affaiblies qu'une grande partie du pays, y compris des infrastructures clés comme les ports évoqués au début de la vidéo, restent mal protégées. C'est la réalité. La Russie manque de défense aérienne.
Il manque de missiles et de tout ce qui peut stopper drones et missiles. Écoutez, cela vient d'un ex-colonel russe. Qu'est-ce que nous devons garder à l'esprit? Il n'y a plus d'arrière, même pratiquement dans tout le pays. Ainsi, il faut désormais établir des exigences totalement différentes pour l'implantation de tous les postes de commandement et des infrastructures, et plus généralement pour le système de défense aérienne du pays et la dispersion des ressources matérielles. Désormais, avec les moyens modernes d'attaque aérienne, aussi bien depuis les airs que depuis la mer, pratiquement tout le territoire du pays est visé. Depuis le territoire du pays. Ce n'est pas non plus un incident isolé. Voici un autre blogueur de guerre russe répondant à une question sincère de son public. La raison pour laquelle nous perdons autant de drones, c'est que nous avons de très graves pénuries de missiles de défense aérienne, surtout dans les unités Pantsir. Souvent, les véhicules sont stationnés sans munitions. Il n'y a aucune honte à parler honnêtement. En fait, il est honteux de ne pas résoudre ce problème. Des réponses comme celle-ci sont exactement la raison pour laquelle Poutine essaie de couper l'internet russe et de fermer Telegram. Il ne veut pas que les gens sachent ce qui se passe, ni pourquoi ils souffrent à cause de la guerre qu'il a lancée. En fait, Poutine durcit tellement la répression que la Russie est en train de devenir une société dystopique. Nous voyons des vidéos de caméras embarquées où des Russes sont arrêtés à un contrôle routier et le policier leur demande carrément de déverrouiller leur téléphone pour vérifier s'ils ont des VPN ou du contenu interdit sur leur appareil. N'est-ce pas fou? C'est quelque chose qui n'arrivait même pas il y a 1 an ou 2. Mais maintenant, la guerre dure tellement longtemps. Mais maintenant, la guerre se passe tellement mal que cela arrive. Et ce n'est pas seulement moi qui le dis. Regardez la vidéo vous-même. Jetez un œil. Bonjour, c'est la police. Pouvez-vous nous montrer vos papiers? Montrez votre permis de conduire. Voici. Nous devons vérifier votre téléphone pour y rechercher du contenu interdit et un VPN installé. Voici votre téléphone pour vérifier le contenu interdit et le VPN. Composez sur votre téléphone étoile dièse 06 dièse. Nous allons vérifier l'email du téléphone. Quoi? L'email du téléphone. Répétez encore une fois. Étoile dièse 06. Pourquoi? L'email du téléphone. Pour le vérifier dans les bases de données. Eh bien, le voici. Vérifiez-le. Quelles bêtises racontez-vous? Ce ne sont pas des bêtises. J'enregistre tout ça. Eh bien, d'accord. Enregistrez. Les policiers me demandent de vérifier quelque chose dans mon téléphone. Et qu'est-ce qu'on vérifie exactement? L'email. Regardez, si votre appareil mobile est perdu ou volé, vous viendrez au commissariat. Vous rédigerez la déclaration et vous y indiquerez l'email qui est le premier ici. En conséquence, il est ajouté aux bases de données. Lors d'un contrôle, nous vérifions simplement les données. Franchement, cette préoccupation est assez douteuse. Je t'ai expliqué comment ça marche? Comment ça fonctionne? Je ne suis pas obligé, tu sais. Soyons honnêtes. Tu peux l'inspecter comme ça. Je peux le déverrouiller et tu regarderas. En fait, tu es obligé. Ne fais pas le malin ici. Compris? Je suis obligé, je ne suis pas un gars malin, compris? Voilà ce qui arrive au pays, quand les défenses aériennes sont épuisées. D'autant que même celles dont dispose la Russie ne fonctionnent pas vraiment. La nuit dernière, durant l'attaque ukrainienne, un missile de la défense aérienne russe a accidentellement touché un immeuble résidentiel au lieu d'un drone ukrainien. Nous avons la vidéo. Regardez. Les filles, Bliad. Bliad, je te jure, c'est la merde. C'est quoi ce bordel? Là-bas? Alors maintenant que Poutine sait qu'il ne peut pas arrêter les drones ukrainiens, la Russie demande maintenant aux pays occidentaux de convaincre l'Ukraine d'arrêter d'attaquer toutes ses infrastructures pétrolières importantes. Qui l'aurait cru? Poutine lance une opération militaire spéciale de 3 jours, et 4 ans plus tard, il supplie l'Occident de l'aider. Maintenant, la raison pourrait être que l'Ukraine est tout simplement en train de détruire la Russie en ce qui concerne les frappes de drones à longue portée. Voici la situation dans son ensemble. Vous voyez, pour la première fois en 4 ans, l'Ukraine a en fait lancé plus de drones à longue portée sur le territoire russe que la Russie n'en a lancé sur l'Ukraine. Cela s'est produit en mars. Regardez le graphique à l'écran. Cette hausse de production de drones ukrainiens est plus rapide que tout ce que la Russie a jamais réussi à faire. Presque tous ces drones sont produits localement en Ukraine par des entreprises ukrainiennes. C'est un grand avantage pour le gouvernement ukrainien, car ainsi l'Ukraine n'a plus à demander la permission à d'autres pays pour choisir ses cibles. Ils peuvent simplement prendre la décision, lancer le drone et choisir de cibler ce qui met le plus de pression sur la Russie. C'est pourquoi,
En mars, nous avons vu l'Ukraine commencer à frapper des ports à Saint-Pétersbourg, en mer Baltique et même en mer Noire. En fait, si l'on regarde toutes les données publiées par la Russie elle-même, on peut voir que les frappes à longue portée ont en réalité augmenté de façon spectaculaire au mois de mars, et cela en utilisant les données russes. Imaginez, la Russie n'a aucun intérêt à donner une bonne image de l'Ukraine. En fait, elle a l'intérêt inverse. Donc, si les données russes nous montrent cela, imaginez quelle est la réalité. C'est précisément pour cette raison que les Russes parlent désormais ouvertement des pertes réelles de cette guerre. Ils se rendent compte que cela ne se passe pas comme prévu, et on devait s'y attendre. Aucun pays, et je veux vraiment dire aucun pays, ne peut sortir gagnant après des années de guerre prolongée. Par nature, une guerre prolongée est quelque chose que le pays n'avait pas prévu. Les Russes ressentent désormais la douleur de la guerre lancée par Poutine et en parlent ouvertement. Écoutez. Je vais insister moi-même. Je vais apporter des précisions sur les pertes réelles de cette guerre. Un rapport a été présenté à Kalechka. Combien de personnes ont été mobilisées l'an dernier? Cette année, plus de 400 000. La situation est la suivante. Plus précisément, ils ont signé des contrats. La situation est telle que des unités militaires sont en train d'être formées, y compris à partir des forces de missiles stratégiques, et des régiments de fusiliers sont formés à partir de la 12e direction principale, et ainsi de suite. La 12e direction principale est responsable du stockage des armes nucléaires. Permettez-moi de vous rappeler que, par exemple, il y avait une instruction du président pour régler les questions liées aux personnes disparues avant le 1er avril, c'est-à-dire l'aide, la documentation, l'organisation des recherches, et ainsi de suite. Rien n'a été fait. Pourquoi? Pour de nombreux responsables, ce serait un coup dur. Cela montre le véritable rapport des pertes et le prix réel de leur succès. Le vrai prix de ces réussites. Nous n'avons toujours pas de registre unifié du personnel. Je ne parle pas des paiements, bien qu'il y ait aussi des problèmes, mais d'un système permettant de suivre précisément quand une personne a signé un contrat, où et combien de jours elle s'est entraînée, dans quelle unité elle était, quand elle a disparu, etc. A-t-il disparu? Ou n'y a-t-il toujours aucune trace de lui? Il est toujours compté comme un soldat actif, et quelqu'un touche de l'argent pour lui. Par exemple, le commandant de la 128e brigade indépendante de fusiliers motorisés Vladislav Nikiforov serait impliqué dans de telles combines, recevant de l'argent pour des soldats tombés au combat. Il partage l'argent avec le commandement supérieur, satisfaisant tout le monde. Il partage avec le commandement supérieur maintenant. Pour comprendre pourquoi l'Iran agit comme il le fait en ce moment, nous devons revenir en arrière et regarder comment l'Iran en est arrivé là aujourd'hui. Cela ne signifie pas seulement revenir à 1979 lorsque la révolution islamique a eu lieu. En fait, nous devons remonter encore plus loin, à l'époque où la dynastie Qajar régnait sur l'Iran au XIXe siècle, et examiner comment les décisions prises par la classe dirigeante à cette époque affectent encore l'Iran aujourd'hui. Eh bien, devinez quoi? C'est ce que nous faisons dans notre podcast en plusieurs parties sorties aujourd'hui. Donc, si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire de l'Iran et à la façon dont nous en sommes arrivés là aujourd'hui, allez absolument y jeter un œil. Vous pouvez le regarder en cliquant sur les liens dans la description ou simplement en cliquant sur l'écran de fin qui s'affiche. En gros, en cliquant sur la vidéo qui est sur votre écran.